L'État français fut l'un des premiers fabricants et vendeurs d'opium. La Chine, le premier narco-État, qui construisit même un laboratoire d'héroïne en plein cœur du marché central de Shanghai. L'héroïne fut, elle, commercialisée par le groupe pharmaceutique Bayer, et la mafia corse, au cœur de la French Connection, a eu des liens avec les services secrets français. Alors si, quand on parlait des méfaits de la commercialisation des drogues, on revenait au rôle originel des États, des industries pharmaceutiques, des banques et des services secrets dans ce trafic. C'est notamment ce que proposent Julie Laura et Christophe Bouquet dans leur documentaire en 3 parties intitulé « Histoire du trafic de drogue ». De quoi remettre en question les politiques actuelles qui placent certaines drogues dans l'illégalité. There is a specialist skill to operating outside the bounds of civil society, of being able to transfer money, mobilize people, create operations, buy arms, transport arms across the globe, deliver them into the hands of people. There are only 2 kinds of people on the planet that have this sensibility and have this ability: intelligence operatives and criminals. And the criminals, what do they need? Above all, they need protection. They need protection from state actors that can protect them from investigation and prosecution, that can get them off the hook if they get caught. So they not only have the same sensibility, but they have complementary needs. And so it's not surprising that they very often wind up working together. Plusieurs cas dans l'histoire lient intimement État et drogue. Cas dans lesquels les États ont peu de scrupules à utiliser l'argent du trafic à des fins géopolitiques. Tout d'abord, l'Angleterre. Au début du XIXe siècle, elle s'approprie des champs de pavots en Inde et vend l'opium via des marchands privés à des mafias chinoises. La résistance de l'Empire chinois déplaît à l'Angleterre, qui déclare la guerre à la Chine. La Chine sort perdante des guerres de l'opium et finira par développer elle-même la culture du pavot. En 1906, 13 millions de Chinois sont opiomanes. Mais de son point de vue, l'Angleterre a gagné et Hong Kong est devenu britannique. On crée alors la banque HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, pour faciliter le commerce d'opium. La France se lance à partir de 1882 dans le commerce d'opium. L'État français achète en Inde, raffine à Saïgon, en Indochine française, actuelle Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, et la très officielle Régie de l'opium de l'État français colon fournit jusqu'à 1/3 du budget de l'Indochine. Les Espagnols, les Britanniques, les Hollandais copieront les Français. Les revenus des drogues participent à l'entreprise coloniale et mercantile des empires européens. Des millions de personnes deviennent littéralement accros en Asie. Un cas documenté plus récent implique les services secrets français. En 1951, en pleine guerre de décolonisation de l'Indochine, les services de renseignement de l'État français montent l'opération X. Ils achètent du pavot à des Laotiens, ils le transportent à Saïgon, ils le vendent à des mafias sino-vietnamiennes et à la mafia corse, et ces mafias le transforment en héroïne et vendent l'héroïne aux États-Unis. C'est ainsi que la France finance une armée de 40 000 hommes pour combattre les pro-décolonisation avec l'argent d'un trafic de drogue. Après les États, les labos. If you look at the history of morphine, if you look at the history of heroin, if you look at the history of cocaine, these things do not enter the world as evil underworld drugs. They enter the world as medicines. It's almost like a genie that escapes the bottle. À la première moitié du XIXe siècle, un procédé est inventé par un Allemand, Heinrich Emanuel Merck, pour produire de la morphine à grande échelle. Rappelons que la morphine est issue de l'opium, qui est le latex qui s'écoule du pavot somnifère. La morphine résout le problème de la douleur, mais le souci, c'est qu'elle est addictive. L'industrie développe alors un produit censé combattre l'addiction à la morphine, la cocaïne. La cocaïne est obtenue à partir des feuilles de la plante de coca, qui aujourd'hui donne aussi un dérivé, le crack. You would go to a pharmacy and the pharmacist would have a little jar that would say cocaine and would dispense you cocaine for a variety of ailments. Puis en 1898, l'industriel Bayer commercialise une substance recommandée pour soigner l'asthme et la toux des nourrissons, et censée ne pas créer d'accoutumance. Bayer crée un autre dérivé de l'opium qu'il baptise l'héroïne. Mais bientôt, avec les États qui deviennent plus progressistes, arrive l'ère du contrôle social, de ces substances qui procurent du plaisir et des manques. L'opium devient illégal en 1909 aux États-Unis. La loi de 1914, le Harrison Act, encadre l'usage de toutes les drogues et la marijuana sera interdite quant à elle en 1937. L'Europe suivra dans cette vague prohibitionniste.
Si el Estado dice prohíbo esta mercancía en su demanda y en su oferta, lo que sabemos es que se genera un mercado negro, un mercado que viola la ley. ¿Y quiénes están dispuestos a violar la ley? Los criminales. They never disappear. They simply recompose into networks, not structures. Le documentaire retrace les grandes familles de trafiquants et trafiquantes dans divers pays et montre l'adaptation du trafic aux lois et aux zones grises. La première narcotrafiquante mexicaine connue est Ignacia Rasso, appelée la Nacha, qui organise la vente d'héroïne, de morphine et de marijuana du Mexique vers les États-Unis à partir de la fin des années 1920. Dans ces mêmes années en France, c'est un ancien marin, Paul Carbone, qui, à la tête de la mafia corse à Marseille, organise l'achat d'opium en Turquie et sa transformation à Marseille. Puis les frères Guerini prennent progressivement le relais. En 1950, ils rencontrent Lucky Luciano, mafia italien de New York, expulsé d'Amérique. De cette rencontre naît la French Connection, un réseau qui écoulera massivement de l'héroïne aux États-Unis. Les documentaristes racontent qu'infiltrée au cœur du pouvoir à Marseille, la mafia corse a noué des alliances au sein de l'appareil d'État français, qui échappe au contrôle du pouvoir politique. La France est alors la première productrice mondiale d'héroïne. Pendant 20 ans, ces filières corses ont prospéré grâce à un déni, grâce à une impunité, grâce à des protections. Et là, Nixon tape du poing sur la table. Le président américain Nixon force la France à stopper ce trafic. En 5 ans, plus de 3000 trafiquants sont arrêtés. Mais certains chimistes seront récupérés par la mafia sicilienne au milieu des années 1970. C'est ainsi que la mafia du village de Corleone, près de Palerme, dont le chef est Toto Riina, prend le relais et distribue aux États-Unis grâce à la Pizza Connection, comme l'appelle le FBI. Per Riina uccidere un uomo poneva lo stesso problema che per noi può porre accenderci una sigaretta. Cioè lui quando la cosa non andava ci ammazziamo. On lui prête ce mot, en Sicile l'État c'est moi. Toute personne enquêtant sur Toto Riina est assassinée, comme les juges Falcone puis Borsellino en 1992. Rien que la quantité d'explosifs, ça aurait été difficile pour la mafia, même avec ses connexions, d'avoir accès à autant d'explosifs sans que ça se voie. Les trafiquants existent et se renouvellent partout sur cette planète qui se mondialise au XXe siècle. Au Mexique avec Félix Gallardo, puis El Chapo Guzman. En Colombie avec Pablo Escobar, qui ira jusqu'à se faire élire en politique, sans bien sûr révéler qu'il est trafiquant. En Thaïlande avec Kunsa. Il et elle corrompent les politiques, voire même structurent profondément les régimes. Yo no creo que el Estado mexicano haya sido penetrado por nada. El narcotráfico mexicano, el contrabando de drogas, es parte esencial del sistema. These substances have one very powerful advantage from a cynical business perspective. So the fact that drugs are addictive creates out of possibly early willing consumers, unwilling consumers. People literally get hooked on the substance. On l'a vu, les États et services de renseignement ont su utiliser ces marchés pour servir leurs propres intérêts géopolitiques. On peut aussi s'interroger sur la libéralisation du système financier mondial, qui a su profiter aux entreprises classiques, mais aussi aux entreprises illégales, les criminels. On attaque le trafic de drogue par le blanchiment, alors que la question du blanchiment, elle est immensément plus large que seulement ça. L'argent, on fait tout pour qu'il puisse circuler de façon la plus libre possible. Ce ne sont pas les mafias qui ont créé ce système, c'est le système capitaliste, financier. Tout est fait, tout est organisé pour que tout reste secret. Aujourd'hui, 80% de l'héroïne mondiale est produite en Afghanistan. Mais surtout, d'autres drogues émergent. Elles sont synthétiques, n'ont besoin ni d'agriculture ni de territoire, peuvent être fabriquées en Chine dans un labo et transitionnées vers le Mexique sans armée ni chef de guerre. Parmi ces opioïdes qui tuent de plus en plus d'Américains et d'Américaines, le fentanyl. Il est au moins 100 fois plus puissant que l'héroïne. Une voiture de fentanyl remplace des camions de cocaïne pour approvisionner un même marché. Comment citoyens et États vont-ils réagir à ces nouvelles drogues ? Leur illégalité ou leur trafic entraîneront-ils encore des décès et des conflits ?